Bonjour, bonjour sur Business et au Like. Bonjour Guillaume, bonjour Émilie. Bonjour. 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 Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Guillaume et Émilie Malgouir qui ont un parcours extraordinaire. C'est un couple et ils sont aussi ensemble dans une aventure passionnante. Ce sont des investisseurs immobiliers qui n'ont pas peur, qui avancent, qui forment d'autres investisseurs immobiliers et surtout, ils sont très jeunes. C'est presque indécent de réussir aussi jeunes et surtout que ce sont qu'au début. Alors je vous laisse vous présenter brièvement. Émilie. Ok, alors donc moi c'est Émilie, j'ai 27 ans et du coup on a commencé l'investissement immobilier il y a maintenant 6 ans en achetant uniquement des immeubles de rapport dans les petites villes en France. Voilà, c'est un peu là-dedans qu'on a débuté et au final qu'on a construit tout notre parc immobilier. Les petites villes de Provence, parce que vous connaissiez ce créneau, parce qu'on vous a dit c'est pas trop de risques? Non, c'était même. Enfin, c'est pas spécialement le fait de maîtriser le secteur, c'est simplement que par rapport au budget qu'on avait au départ, on voulait nous aller sur de l'immeuble dès le départ. On voulait pas de l'appartement, on voulait pas de copropriété. C'est ça qui était plus important pour nous. Et la seule manière d'acheter de l'immeuble de manière raisonnable, c'était s'éloigner des grandes villes. C'est pour ça que moi, le premier immeuble que j'ai acheté, en gros, c'était un immeuble à 150 000 € avec 6 apparts. Chose que forcément, dans une grande ville, c'est pas possible. C'est le prix d'un petit appartement à Paris, par exemple. Alors, comment tu as fait pour déceler quel immeuble correspondait en fait à tes critères? Qu'est-ce qui représente une bonne affaire? Et surtout, comment tu vas faire pour le rénover et éventuellement t'entourer avec les bons artisans? C'est une question complexe, là. Tu choisis parmi les questions. Non, en fait, bon, le premier immeuble qu'on a acheté, c'était un immeuble sur lequel il n'y avait aucune réflexion. Enfin, j'ai visité, c'était propre, j'ai acheté. C'était loué. C'était loué. D'accord, en plus. Ouais, c'était loué. Voilà. C'est ça qui a fait qu'on a acheté. Et du coup, il n'y a pas eu de vraie réflexion. On était au début, on s'était pas formé, on n'avait rien fait, tu vois. Donc on a dit, bon, bah, ça a l'air rentable, donc on a acheté, c'est comme ça. Après, on a compris la fiscalité. Du coup, on a dit, oula, c'est pas si rentable que ça, ça pourra faire des travaux. Voilà. Et après, bon, on a eu de la chance, on est tombé sur des personnes bienveillantes, on va dire, en travaux, qui nous ont aidés. Bon, moi, je suis conducteur de travaux à la base, dans mon métier. Donc ça m'aidait un peu, mais pas totalement, pas tant que ça, parce qu'en fait j'étais plutôt sur de l'industriel dans mon métier, et là on fait de l'habitation et c'est quand même pas du tout la même chose. C'est un immeuble. Comment fait-on, Émilie, pour trouver une bonne affaire? Vas-y. Vaste question. Toi. Comment on fait pour trouver une bonne affaire? Déjà, il faut savoir comment chercher. C'est la base de l'immobilier de toute façon. Donc, il y a l'expérience. Déjà, nous, on a acquis l'expérience parce que depuis de nombreuses années, on le fait et on a toujours la même technique. On recherche toujours les mêmes choses. On est toujours dans l'immeuble de rapport. Donc, c'est vrai que petit à petit, tu affines un peu ta stratégie et ta méthode de recherche. Ensuite, il y a aussi se former, un minimum, se former avec une stratégie, surtout rester concentré sur une seule et même stratégie. Je pense que ça c'est hyper important, puisque si tu t'éparpilles et que tu te renseignes sur plusieurs stratégies en immobilier, et il en existe de nombreuses, et je pense que finalement tu n'avances jamais, tu sais jamais trop quoi regarder, où chercher, comment chercher, et je pense que finalement tu avances. Déjà, tu n'es pas sûr d'avancer, et en plus si tu avances, ce sera beaucoup plus long. Donc mettre le focus sur une stratégie et y aller. Mais quand on n'a pas fait, comment savoir quelle stratégie nous convient? Est-ce qu'on entend de tout? Location courte durée, colocation, immeuble? Comment ça va dans ce vaste océan de conseils? C'est une question de budget, c'est une question de temps à y consacrer aussi. Parce que forcément, si on fait de l'immeuble en location à l'année, comme nous on peut le faire, c'est différent par rapport à de la location courte durée. C'est pas la même charge mentale, c'est pas le même temps de gestion et le mode de gestion au quotidien. D'accord. Ouais. Non, c'est ça, c'est qu'en fait, en faisant des objectifs de vie de chacun, en faisant de la manière dont tu veux vivre l'immobilier, est-ce que tu veux être extrêmement actif dans ta manière de gérer, ou est-ce que tu veux vraiment le vivre de manière très passive? Ça va aussi influer
Ok. Et donc, il y a toujours cette histoire de copro, encore une fois. Et moi, je reviens là-dessus. C'est juste que nous, la copro, le fait de ne pas maîtriser l'entièreté de son projet parce qu'on dépend finalement d'autres copropriétaires, parce qu'on n'est pas le seul à posséder l'immeuble, bah, ça, pour moi, c'est une vraie contrainte. Et je ne pourrais pas aller sur l'investissement sur de l'appartement à cause de ça. Et le fait, du coup, seul propriétaire, il est seul à supporter les charges de l'entretien, ça ne vous faisait pas peur? Non, en fait, on voit toujours le côté négatif. On dit oui, mais il faut supporter les charges d'un immeuble entier. Mais en même temps, on a aussi les bénéfices de l'immeuble entier. Oui. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Et quand vous avez des charges de copro et vous devez payer au tantième finalement, par exemple, je sais pas moi, un cinquième des travaux de rénovation de l'immeuble, bah, si vous aviez 2 appartes dans l'immeuble, vous paieriez 2 cinquièmes. Et quand vous avez l'entièreté de l'immeuble, vous payez 5 cinquièmes, donc la totalité. Oui. Mais ça ne change rien en fait. Et la seule différence, c'est que c'est toi qui choisis quels travaux tu vas faire. D'accord. Si tu n'as pas envie de refaire un ravalement de façade parce que tu considères que c'est purement esthétique et que ça n'a pas de valeur réellement, que ce soit pour une problématique structurelle ou que ça ne permet pas de réévaluer le bien à la location, bah, tu ne le fais pas. D'accord. C'est ça la grosse différence. Alors, je rencontre beaucoup de personnes qui posent la question, mais comment calculer la rentabilité? Il y a un truc qui me plaît, mais je ne sais pas si ce serait rentable ou pas. Quels sont les 2 conseils que tu pourrais donner? Comment on calcule une rentabilité? Évidemment, il y a des nets, mais aussi net. Ouais. Alors, déjà quelqu'un qui ne connaît pas vraiment, grossièrement. Moi, ce que j'ai tendance à faire. Alors, nous, on va calculer des rentabilités qu'on appelle nettes. Ce pas des vrais nets, d'accord? C'est les nets avant impôt. C'est un net un peu vague, alors je vais t'expliquer. En gros, il faut savoir une chose, c'est que nous, on n'a pas de charge, donc on n'a pas d'histoire de frais de copro intégrés, etc. Voilà. On va considérer en général, un calcul très simple, on va faire le montant de loyer annuel, moins la taxe foncière. Okay, donc tu as ton loyer moins la taxe foncière, divisé par le prix de l'achat, rajouter des frais de notaire. Voilà. Et des travaux éventuels, évidemment. Voilà. Ça, c'est notre calcul de renta à nous. C'est comme ça qu'on va évaluer si on va se positionner potentiellement sur un immeuble ou pas. Et si ce montant-là, aujourd'hui, on va dire qu'il est inférieur à 8,5-9%, on ne se positionnera pas sur le projet. Okay. S'il est supérieur à ce montant-là, on peut envisager de se positionner. D'accord. Et comment peut-on faire pour bloquer une affaire? Donc, imaginons, voilà, c'est le seul bien avec travaux dans la petite ville. On veut absolument l'avoir. Il y a 30 concurrents en face. Quelles sont vos astuces pour gagner les biens dans la course des bonnes affaires? Eh ben, en fait, c'est ça qui est bien dans les petites villes, c'est que c'est jamais trop la course. D'accord. C'est en général, c'est ce qui permet aussi d'avoir le temps de négocier. Et ça, c'est la grosse aussi. La grosse différence avec les grandes villes où il y a énormément d'investisseurs et que si tu n'es pas présent, si tu n'es pas réactif dans la journée, tu ne l'auras pas. Et c'est ça qui est bien. Dans les petites villes, il y a beaucoup moins de monde et du coup, tu es tout seul ou presque. Tu sors de l'eau tout de suite. Tu sors de l'eau tout de suite, tu peux négocier, tu peux mettre bien évidemment une condition d'obtention de prêt, qui n'est pas toujours possible dans les grandes villes. Donc il n'y a pas tellement de clés de négociation puisque la négociation dépend énormément des 2 parties, ça dépend énormément du projet, etc. Mais le gros avantage aussi des petites villes, c'est que voilà, on a du temps en général et les biens ne partent pas dans la journée. D'accord, très bien. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de biens, beaucoup d'immeubles, j'imagine que c'est pas vous qui gérez. Comment vous avez fait pour trouver des gestionnaires fiables, sérieux, et pour avoir la tête tranquille, consacrer à autre chose? Je commence, tu feras. Ouais, vas-y. Alors la première chose déjà, c'est qu'on gère malgré tout une partie de notre parc en direct. Pourquoi? C'est un choix? C'est un choix. D'accord. C'est un choix, c'est en fait nos premiers immeubles, donc les plus anciens, on les garde en gestion, tout simplement parce que on a créé notre réseau en local. D'accord. Et en fait, on n'a pas besoin d'agence. D'accord. Donc voilà. Et puis le fait est que certains sont dans des petites villes. Le premier immeuble est dans un petit village. Il n'y a pas d'agence même pour le gérer. D'accord. Donc on n'a pas délégué. Voilà, on a le réseau en local qui fait qu'on arrive très bien à gérer la mise en place des locataires, la gestion. Donc il y a une partie des appartements qu'on gère en direct. Oui, exactement. Et c'est ce qu'on me disait, Émilie, en fait, c'est tous les premiers biens qu'on a achetés, on les a gardés.
comme ça en gestion. Et après, à un moment donné, quand on a commencé à développer notre business à côté, on a dit bon, ben, on n'a plus le temps pour ça, donc il faut faire autre chose. Donc on a commencé à déléguer. Et après, bon, c'est comme tout, on teste et on voit si ça marche. Donc, faut pas avoir peur de se tromper. Ça arrive de se tromper, de gestionnaire. Si ça marche pas, si on voit que le mec n'arrive pas à louer, c'est qu'il y a un problème. Dites-vous que si votre produit est qualitatif et qu'il est au bon prix, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas loué. En fait. Et s'il n'est pas loué, c'est quelqu'un qui fait mal son boulot. Alors, comment vous faites pour vous démarquer de la concurrence? Vous faites une étude de marché? Qu'est-ce que proposent les autres pour offrir mieux? Alors, encore une fois, on va dire que c'est l'avantage de la campagne. Ouais, c'est que, encore une fois, en fait, il y a beaucoup moins de concurrence parce que tous les produits qui sont proposés, si tu t'amuses à aller regarder sur le Bon Coin aujourd'hui et voir dans les petites villes, dans des zones non dynamiques, la qualité des produits en location qui sont proposés, tu vas me dire non mais Guillaume, jamais de la vie je vais habiter là-bas, c'est pas possible parce que la qualité des produits est vraiment trop médiocre. Et là en fait il suffit juste d'arriver sur un secteur comme celui-ci, dire bah, écoute, je te mets une cuisine équipée avec tout dedans, je te mets un bac, un receveur de douche avec une paroi vitrée, un petit meuble de salle de bain, une jolie déco, même, enfin juste blanc avec un parquet strat et des radiateurs inertie, du double vitrage et en gros tout le monde et là tu es déjà haut de gamme par rapport à ce qui est proposé. Et en fait c'est très simple de se démarquer dans ce secteur-là. Alors que c'est vrai que dans des villes moyennes ou moyennes plus, tu vas commencer à voir la concurrence. Et notamment on le voit sur les colocs par exemple, on voit des colocs de plus en plus belles. Et donc c'est vrai qu'on sent qu'il y a une concurrence qui commence. Il y a une montée en gamme petit à petit parce qu'il faut proposer. Fait qu'on est maintenant obligé, je pense, si on fait de la coloc, d'aller sur avec de la déco intérieure, avec tout ça, pour vraiment se démarquer et proposer quelque chose de vraiment très sympa. Nous, on n'a pas besoin d'aller aussi loin, on va dire, pour se démarquer et sortir de la concurrence. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui pensent aller dans des petites villes, il n'y aura pas assez de locataires, il n'y aura pas assez de demandes? Ça, c'est la première peur, je pense, identifiée. On en parle tout le temps. En fait, les gens ont besoin de se loger partout. Et même si toi, en tant que toi-même, tu ne te verrais pas habiter dans une certaine ville parce que tu la trouves pas dingue, parce que tu n'y as pas d'actache, voilà. Il y a toujours des gens qui y habitent, il y a toujours des gens qui travaillent, il y a toujours des supermarchés, des écoles, des mairies. Et tout ça, ça génère de l'emploi. Donc il y a forcément des gens qui y habitent. Ça, à partir de là, il y a des gens qui y habitent. Et si tu proposes, comme on disait, un appartement de qualité, ou en tout cas dans lequel toi tu te verrais bien vivre, un intérieur dans lequel toi tu te verrais bien vivre, eh ben, il n'y a pas de raison que finalement les gens qui ont besoin de se loger dans cette ville-là ne viennent pas dans ton appartement. Ouais, on dit toujours en fait proposez mieux au même prix et vous n'aurez pas de vacances locatives. C'est aussi simple que ça en fait. On fait juste mieux que les autres et au même prix. Et donc quand on va chercher sur le Bon Coin, quand quelqu'un va chercher sur le Bon Coin une annonce à louer, il va tomber sur la vôtre, il va dire je prends eux en premier. C'est logique. C'est aussi simple que ça en fait. Et à un moment donné, ça sert même à rien de baisser son prix parce qu'on a moins de qualité. Parce que si toi aujourd'hui tu dois t'installer dans une petite ville, imaginons parce que tu as trouvé du travail là-bas, je sais pas, je sais rien. Tu vas regarder la qualité des projets et tu vas dire mais non, enfin lui, même si c'est pas, je veux dire, même si c'est 200 € de moins que le marché, je vais pas y aller parce que ça me plaît pas du tout. Tu vois, tu vas pas te dire il y a quand même 200 € à économiser donc je vais aller là. Non, tu vas te dire non, il faut absolument que j'ai au minimum les standards que je veux. Donc même tu es prête à mettre plus d'argent aujourd'hui pour avoir un truc qui se démarque du reste. Mais du coup, si en plus tu es quasiment au prix du marché, c'est encore mieux, c'est encore plus simple. Voilà. D'accord. Est-ce que vous conseillez de commencer par acheter un immeuble? Oui. Oui. Alors comment fait-on pour acheter un immeuble quand on ne connaît rien dans l'immobilier? On achète la formation de Club Immobilier. Alors, elle se trouve où cette formation? Non, mais comment fait-on pour trouver? Sur notre site tout simplement, donc immobilierclub.com. D'accord. Et voilà, tu trouveras quelques infos là-dessus. Alors, sous quelle forme sont vos coachings, votre accompagnement, vos formations? Alors en fait, c'est des formations assez poussées, assez complexes dans le sens où on a à la fois une partie théorique avec des centaines d'heures de vidéos, etc., de toutes nos compilations sur la recherche, sur l'analyse de projet, sur les travaux, sur la visite, sur la fiscalité aussi, qui est un sujet hyper important, notamment sur les SCI, holding, etc. Et donc ça, c'est toute la partie, on va dire, théorie. Tu as aussi toute la partie pratique. Ouais, merci.
t'as la partie pratique, mais on va dire, ça va être sur la. Non, je vais pas dire pratique, je vais dire accompagnement. D'abord. Non, en gros, sur l'accompagnement, dans le sens où toutes les semaines, on a des lives, soit le samedi, soit le dimanche. Et ça dure à peu près entre 2 et 3 heures quand même. Et avec tous les membres, on va échanger. Donc une semaine sur 2, c'est analyse de projet. Ça veut dire qu'en gros, chacun vient avec un projet et le présente aux autres. Et moi, j'analyse le projet et je dis ça va pas. Il faut obtenir plus d'infos sur ce projet-là. Non, c'est trop cher. Ou si tu baisses le prix, c'est ok. Tu vois. Ça, c'est une semaine sur 2. Et l'autre semaine, c'est coaching groupé. Et en gros, tout le monde vient et présente ses blocages de la semaine. Qu'est-ce qui a fait que cette semaine, il n'a pas avancé, ou où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il a des choses, des peurs, etc. Donc, c'est quelque chose qui me manquait aujourd'hui, je pense, sur l'accompagnement. C'est des travaux pratiques. Ouais, travaux pratiques. Vous accompagnez jusqu'à l'achat. Alors en fait… Ou jusqu'aux travaux, ou jusqu'à la location. Quelles sont les différentes formules? Alors en gros, là, on parle de formation, en gros, pas formation individualisée, même s'il y a une partie individualisée dans l'accompagnement, tu vois. Et après, il y a des journées aussi pratiques de visite. Donc on visite avec eux, donc en groupe de 10 personnes. Donc on va visiter des immeubles, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle le programme Immeuble Élite. Donc c'est un programme de formation qui dure à peu près 3 mois. Okay. Et après, on fait de l'accompagnement individuel. Si toi, tu viens me voir et tu me dis, Guillaume, je veux acheter un immeuble, je sais pas trop où, je sais pas trop comment faire, pas trop comment y prendre, nous, on t'aide, mais on t'aide à toi, personnellement, de trouver ton immeuble et on va t'accompagner jusqu'à l'achat, les travaux, tout. Voilà. Parce qu'on est maître d'œuvre aussi, on fait du suivi de chantier, etc. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez jamais abandonné? C'était quoi votre grand pourquoi, Émilie? Notre pourquoi de base, de toute façon, c'est ne pas avoir un boulot pendant 40 ou 50 ans, pour ne pas avoir de retraite à la fin. Parce que comme tu l'as dit, on est assez jeune et on a commencé jeune et on savait déjà, ou on se doutait déjà de toute façon que la retraite allait être compliquée avec le système actuel. Voilà, on se doutait qu'à un moment, on ne peut pas tout miser là-dessus parce que c'est un risque, un gros risque. Donc le but premier, c'était ça, c'était de se construire des revenus passifs, un patrimoine qui nous permettait de ne pas avoir cette pression de devoir travailler pendant 40 ans. Et c'était aussi dans le but de se dire, ok, on accepte de travailler comme des dingues, dur, mais c'est que le jour où on voudra fonder une famille, on puisse aussi avoir la possibilité de ne pas embaucher de nounou pour qu'elle s'occupe 24 heures sur 24 de nos enfants et de pouvoir en profiter et d'avoir une vie de famille assez simple et pas juste on va bosser toute la journée, on les voit que le week-end. Et être proche de vos enfants et vous investir pleinement dans leur éducation. Voilà, et surtout le faire tous les deux. Ça c'était important aussi, c'était qu'il n'y ait pas un qui sacrifie sa carrière, l'autre non, et l'autre qui voit pas trop ses enfants parce qu'il bosse, c'était surtout ça. C'est pour ça qu'on a quitté nos emplois tous les deux en même temps, en fait, genre un mois d'intervalle, on a quitté notre job, on est parti vivre à la campagne, on a changé de vie un peu si tu veux par rapport à tout ça. Et pendant 3 ans à peu près, on a bossé vraiment très très dur et genre on n'a pas pris de vacances, pas de week-end, on bossait samedi, dimanche, jusqu'à 1h du matin tous les jours. Et donc c'était très dur. Voilà. Quand vous étiez salarié. Ah ouais, vraiment. Et il n'y a pas eu de doute dans votre tête? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, il y a eu des doutes dans le sens où, pendant les premières années, surtout sur la partie entrepreneuriat, où ça a été compliqué, même si on avait du travail, on ne voyait pas les résultats. En fait. Et donc, c'était très dur ça à vivre parce qu'on gagnait beaucoup moins que quand on était salarié. Donc, c'est cette période qui est compliquée. Quand tu gagnes moins en tant que salarié et du travail, beaucoup plus. Mais à un moment donné, il y a eu un déclic, ça a fonctionné. Et aujourd'hui, voilà, on voyage. On essaye de partir tous les 3 mois. Tous les 3 mois, on part 2-3 semaines à l'autre bout du monde et vraiment pour se récompenser. En gros, on rentre en France, on bosse 2 mois et demi, genre non-stop, et après on part 3 semaines. Voilà. C'est un peu notre manière de faire. On se récompense comme ça en fait, on se donne des récompenses. Voilà. Très bien. Donc il faut célébrer chaque victoire et chaque Exactement. Pour que le cerveau, le corps, juste, il faut continuer. Et pour avoir des victoires, il faut avoir des objectifs. Tout à fait. Et des objectifs vraiment chiffrés et qui ne soient pas forcément totalement déraisonnables, sinon on se démotive et on se dit ah non j'ai pas atteint, bon mais je vais rien fêter, c'est pas grave. Non, il faut que ça ait un minimum de sens malgré tout. C'est un peu fou, mais il faut qu'on puisse l'atteindre quand même, sinon tu te démotives vraiment. Comment vous faites pour travailler, pour vivre ensemble?
et que tout soit dans une parfaite harmonie. Quel est votre secret? Parce que quand on vous voit, la première chose, c'est le sourire, la bonne humeur. Vous êtes fatigué, certes, comme tous les entrepreneurs, Oui. mais il y a une positive attitude quand même qui s'en dégage. Ben, en fait, on aime vraiment ce qu'on fait. Je pense que c'est la base. On aime vraiment ce qu'on fait et on aime vraiment le faire à deux. D'accord. Et on sait que les choix qu'on a faits, c'était pour ça. Et donc en fait, on travaille ensemble, on vit ensemble. Dans le même bureau. Ouais, on est toute la journée ensemble. Mais on se lasse pas. Non, on se lasse pas. Après, je pense qu'il y a différents types d'amour aussi. Et qu'on est sur un type d'amour un peu assez fusionnel. Fusionnel, dans le sens où, je sais pas, je me vois difficilement genre sortir le soir sans Émilie, tu vois. Genre aller avec des potes, quoi, tu vois. C'est bizarre, hein, mais c'est cette manière-là de vivre l'amour, tu vois, qui est assez particulière. De dire, voilà, on fait tout ensemble. Il n'y a pas de souci. On est bien à deux. On n'est pas lassé du tout. Au contraire. Ouais, au contraire, ouais. Ça serait un manque si elle n'était pas là, vraiment. Donc, Le fait que vous faites les mêmes choses dans la même journée et du coup il n'y a pas de surprise. Non, on fait pas la même chose en fait. Oui. On a des rôles différents au sein de la société, au sein de tout ça. On a notre bureau. Des fois, on parle pas trop ensemble la journée. Enfin, Très bien. en fait, on bosse et on se voit à midi pour manger, même si on est face à face. Tu sais, chacun a son casque, on bosse, voilà quoi. Mais et je pense que pour le coup, ça c'est important aussi. Parce que certes, on travaille ensemble, mais on ne fait pas les mêmes tâches. Ouais. On n'a pas les mêmes rôles, on n'a pas les mêmes objectifs dans la journée. Chacun fait sa journée comme il le veut. Ouais, exactement. Il faut être complémentaire. Mais je pense que si on travaillait tous les deux sur la même chose, ce serait compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais voilà, là, chacun a ses projets, a ses trucs. Et en fait, voilà, du coup, chacun organise sa journée comme il le souhaite. Chacun travaille sur ses forces, quoi. Voilà. Genre, moi je suis pas très organisé, j'ai pas de mémoire. Mais tu as beaucoup d'idées. J'ai beaucoup d'idées, mais je vais pas forcément aller au bout de l'idée. Tu vois, j'ai plein de choses qui sortent. Tu es très créatif. Je suis très créatif, mais. C'est Émilie qui canalise. Voilà, exactement. Il dit attends, ralentis un peu par rapport à ça. Et après, je vais être peut-être meilleur pour la négociation, plutôt commerciale, etc. Ouais. Moi, je serai plus à l'aise pour parler devant genre 10 personnes et Émilie sera très à l'aise pour parler à une personne, tu vois. D'accord. Et pour créer vraiment quelque chose de spécial. Voilà. Parfait, donc la complémentarité, le grand pourquoi, commencer le plus jeune possible. Ouais. Et puis se mettre. C'est jamais trop jeune. C'est jamais trop jeune. Exactement. Et une dernière chose, un conseil à donner à celui qui veut mais qui n'ose pas y aller. Dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, dans un projet qui lui tienne à cœur, je veux, mais je n'y arriverai pas. Franchement, le seul conseil que je peux donner, qui est un conseil bidon, mais c'est juste arrêter de réfléchir et lancez-vous. Oui. Nous, on l'a fait et ça n'a pas été facile, mais juste à un moment, on a mis notre cerveau sur off, tu vois, on s'est dit, au pire, si ça ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on je perds? Voilà, on va le regretter toute notre vie si on ne le fait pas. Donc, on le tente. Ouais. Au pire, on retrouvera un job de salarié. Tout à fait. Vous êtes jeune. Voilà, vous êtes diplômé. Exactement, on a du diplôme, un diplôme qui nous permettra de retrouver du travail si jamais on se plante. Ouais. Mais si on n'essaye pas, de toute façon, on ne saura jamais. Quoi. Et on ne voulait pas vivre avec un regret comme ça qui serait énorme en plus, qui est de dire j'ai pas osé parce que j'avais juste peur. Et alors que là, je pense qu'on a regretté peut-être 4 secondes en tout dans les 3 dernières années d'avoir fait ce choix, mais en vrai on n'a absolument aucun regret, on a vécu des choses extraordinaires je pense depuis. Ouais, c'est clair. Non mais en plus, même quand on a quitté notre job, c'était clair pour nous que si on se trouvait vraiment en difficulté financière, ok, on allait faire un mi-temps à McDo, tu vois. Enfin, c'était clair que s'il fallait, on ne retournerait jamais dans notre job d'avant. Mais s'il fallait, en tout cas alimentaire, pour manger, voilà, il fallait. Mais en fait, pour diminuer le risque, on a quitté la région parisienne, on allait vivre à la campagne, on a eu du coup avec des prix plus faibles, etc. Voilà. Donc en fait, on a baissé aussi notre coût de vie pour se dire, allez, au cas où, voilà, on est tranquille. Voilà, c'était pour nous rassurer. C'est la période de lancement, de démarrage. Voilà, qui peut être longue. En sachant que nous, on avait lancé la période de démarrage 1 an avant de quitter notre job. Je parle sur l'activité entrepreneuriale. Et pendant 1 an, on a fait les deux. Et en fait, quand on n'en pouvait plus, on a arrêté. Donc moi, si je devais donner un conseil autre, pas forcément sur l'IMO, mais c'est de dire, arrêtez de penser à qu'est-ce qui va se passer quand vous allez arrêter de bosser. Pensez à
faire un maximum de projets maintenant. Et quand vous pourrez plus, quand vous aurez plus le choix, quand vous aurez plus le temps de tout faire, là vous quitterez votre job et ce sera une évidence de quitter son job. Mais je pense qu'il ne faut pas commencer, enfin moi c'est ma vision personnelle, hein, mais je dis, je pense qu'il ne faut pas commencer en disant je vais quitter mon job, on va voir ce que je vais faire après. Ouais, le temps passe vite. Le temps passe très vite. Donc voilà, ayez des idées avant, commencez à lancer, vous n'avez pas besoin d'arrêter de bosser pour commencer à lancer des projets et ensuite, vous aurez, quand vous n'aurez plus de temps, quand vous n'aurez plus le choix, vous le sentirez et là vous quitterez votre job. Et là, ce sera une évidence. Là, ça sera une évidence. Ça sera une évidence pour vous. Oui. Merci beaucoup. Suivez-les. Ils sont excellents, ils sont jeunes, ils sont rayonnants et surtout extrêmement efficaces. Merci beaucoup Émilie, merci beaucoup Guillaume. Avec plaisir. Et puis à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous très vite. Bye bye. Bye bye.